Donc une équipe de reportage, elle est formée d'un preneur de son, d'un caméraman, mais aussi d'un réalisateur et d'un journaliste. Alors François Chezali, vous êtes l'auteur avec Jean-Daniel Bonhomme-Blues du reportage que nous allons voir sur les disparus du Kivu. Mais peut-être juste un petit mot, les aventures de temps présent au Congo, c'était comme dans le making-of? Disons qu'on a été très très bien accueillis et de façon très chaleureuse, mais les gens n'avaient pas beaucoup de sourire quand on est arrivé. La situation était très tendue au Kivu. Donc c'était pas la franche rigolade, mais on a aussi eu au sein de l'équipe des moments de décontraction, mais c'était déjà plus tendu. Mais quelle réalité avez-vous cherché à montrer en allant au Kivu? On a cherché à montrer une réalité qui touche, qui pourrait toucher très profondément les Suisses et nos téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on a voulu parler de la guerre, mais parler de la guerre autrement, et à travers des histoires dont les sentiments et les émotions pouvaient toucher le téléspectateur de façon assez directe. Et on s'est penché sur les situations de réunification familiale. Et on a voulu raconter justement la façon dont les gens retrouvent leur famille après des mois, voire des années de séparation, suite au conflit qu'il y a là-bas. Un conflit ignoré, hein, oui. Dont l'actrice Mia Farrow disait « Si les Congolais étaient des gorilles, il y a déjà longtemps que la communauté internationale aurait volé à leur secours. » Alors on va maintenant voir votre reportage pour cette deuxième partie d'émission, donc ce reportage sur les conséquences humaines du conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait 5 millions de victimes et d'innombrables orphelins, des familles éclatées de toutes parts, un drame humain comparable peut-être à celui qu'a connu l'Europe dans les années 40. Quand la guerre a éclaté, nous étions à l'école. Nous avons tous fui. C'est alors qu'un de nos voisins est venu me dire « Janvier, prends tes frères et sœurs et suis-moi. Ne rentre pas dans la maison, fais vite. Il faut partir parce que les tirs se rapprochent du village. » Nous avons donc pris la route de Goma parce que les tirs se rapprochaient. Moi aussi, j'étais à l'école. Nous avons entendu les tirs et nous avons fui. Là où il y a un chemin qui mène vers le Rwanda, j'ai perdu la trace de mes parents. Seuls, désemparés par l'absence de leurs parents, cloués par l'incapacité de les retrouver. Tel est le sort réservé par la guerre à des milliers d'enfants en République démocratique du Congo. C'est très difficile. Par exemple, tu as ta mère, après vous vous perdez et vous êtes séparés. À ce moment-là, le cœur se déchire. Il arrive des moments où je me sens mal. Ça ne va pas. Je me demande où sont mon père et ma mère. Ça me préoccupe beaucoup parce que j'ai les petits. Et ils me demandent où sont nos parents. Ça me préoccupe beaucoup. C'est moi qui surveille mes frères et sœurs, qui les console lorsqu'ils pleurent, parce que nous n'avons ni père ni mère.
Maintenant, ils se sont habitués à moi. C'est moi qui m'occupe d'eux. Quand la nourriture est prête, je leur donne à manger. Lorsque c'est le moment d'aller à l'école, c'est moi qui leur apporte de l'eau pour se laver. Quand la nuit vient, les enfants manquent de place pour dormir. Ils pleurent beaucoup, je n'arrive pas à les consoler. Des enfants à peine adolescents réduits au rôle de père ou de mère. Voilà la conséquence de 15 années de conflit. La RDC est le 3e pays le plus vaste d'Afrique. 65 millions d'habitants, un débouché sur l'Atlantique et à sa frontière orientale, le sud et le nord Kivu. C'est la région frontalière des Grands Lacs, au sol riche et convoité. Depuis 1994, les provinces de l'Est ont vécu de multiples périodes de conflits. Cette région est celle qui a connu le plus de victimes depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre pays, la RDC, c'est le ventre mou de l'Afrique centrale. Parce que nous avons passé, en fait, notre pays a passé des années à s'affaiblir. De la puissance moyenne africaine qu'elle était en 60, c'est devenu un peu comme ce trou noir au centre de l'Afrique où tous les aventuriers peuvent venir s'amuser, piller et partir. Et donc, une des raisons, c'est que malheureusement, c'est un pays très riche, où vous faites 100 km de forêt, vous avez l'or là-bas, vous avez le colombo-tantalite là-bas, la cassitérite, etc. Et ça fait l'affaire des aventuriers et des ventes en guerre et des bandits de grand chemin. Conséquence, c'est toujours cette insécurité, ces tueries, ces assassinats qui se chiffrent à des millions maintenant. Depuis que la guerre a commencé, on dit 5 millions de gens morts directement ou indirectement à cause de la guerre. En août et octobre 2008, la guerre a une fois encore provoqué l'éclatement des familles congolaises. Un million et demi de personnes en fuite. Enfants perdus sur les routes, pères et mères lancés dans des recherches désespérées. Dans l'est de la RDC, la sale histoire se répète. Prise en étau dans les combats, la population est venue s'entasser dans 7 camps de déplacés autour de la ville de Goma. Partout là, tout au long de la route, ce sont les déplacés. Et en face de nous, c'est en fait les grands camps de Kibati 1. C'est les sites de déplacés qui est vraiment sur la ligne de front, à quelques pas de la ligne de front, et qui a aussi des positions militaires juste à côté. Prosper Sebouhivé est un vieux routier du CICR. Il est responsable du programme de rétablissement des liens familiaux à Goma, la capitale du Nord Kivu. Pour le CICR, la RDC est aujourd'hui l'action la plus importante au monde en faveur des enfants non accompagnés. On a des listes des enfants qui se sont perdus en fait des parents et des demandes de recherche qui viennent de pères ou de membres de famille pour retrouver les enfants. Pour des enfants qui ne parviennent pas à donner plus d'informations, qui ne reconnaissent même pas des fois les noms même des parents, on prend les photos, on les affiche dans les sites de déplacés et bien sûr des lieux publics où on oriente en fait les recherches.
Mais dans le site, on a aussi des informations. Et déjà, là, on a au moins 45, on est arrivé à 45 réunifications familiales en moins de 2 mois. On estime que ça va. Bon, maintenant, nous venons pour Sougabo. Sougabo. Et nous voulons voir, en fait, c'est les grands frères. Hein. Sur la demande, c'est plutôt les grands frères. On veut le voir, lui présenter d'abord la photo. Et comme ça, il peut nous dire si c'est effectivement leur enfant. Et si les grands frères reconnaissent effectivement l'enfant, il va nous donner l'autorisation. Et nous, on va organiser la réunion de famille aujourd'hui même. On va chercher Balthazar, les grands frères de notre ami Sougabo. Balthazar. Balthazar. Balthazar ali. Umugabo. Bari. Mudushakire Balthazar. Ah. ubwo twe ni umuryango utabara imbabare ndio. Alors tuko tunatafuta tuangalie kama huu mtoto tulimpata Goma. Una hii sura inakuambia kitu? Ndio kabisa. Ni huyo kabisa. Ni nani? Nani Sugabo. Sugabo. Aha, okay. Sasa njoo hivi tulikuwa tunasema uko mkubwa yake au uko baba yake hapana? Mimi niko mkubwa yake. Hii foto mtaiweka. Okay. Niwe? Ndio, huyo kabisa. D'accord. Devez Donc là, on prend la photo en fait du grand frère qu'on va présenter à l'enfant. Et comme ça, on le remet encore en confiance pour être sûr qu'effectivement le membre de famille a été retrouvé. Et après, on organise aujourd'hui même la réunification familiale ici. Balthazar n'a plus que quelques heures à attendre avant que Prosper ne lui ramène son petit frère. L'attente, c'est le quotidien des déplacés. Dans les camps, les conditions de vie sont difficiles. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Mais il y a aussi la promiscuité, les problèmes d'hygiène, l'insécurité. Immaculée vient d'un village du nord, proche de la frontière rwandaise. Son mari était cultivateur, il a été tué dans les combats. Elle, par contre, a réussi à se réfugier ici avec 5 de ses 6 enfants. Mais il lui manque son garçon de 17 ans qui a disparu pendant la fuite. Je pense souvent à le chercher, mais je n'ai personne à qui laisser mes autres enfants. Sans parler de l'argent qu'il me faudrait pour y aller et que je n'ai pas. En plus, je ne sais pas où il se trouve. Depuis qu'elle a perdu son mari, Immaculée a plus que jamais besoin de son fils aîné. Dans la détresse, il n'y a jamais assez de bras pour aider. Pour la famille, c'est une question de survie. Je vis mal ici avec mes 5 enfants. Et nous avons faim. Si le fils que j'ai perdu était ici, il m'aiderait à les prendre en charge. Chaque fois que le jour se lève, j'espère recevoir une réponse. Qu'on me dise qu'on a retrouvé mon enfant vivant. Ou alors qu'il a disparu à jamais. Voilà ce qui hante mes journées. Quand je pense à lui, je suis triste. Triste à en mourir. Dans les camps de déplacés, il y a ceux qui n'y croient plus et ceux qui retrouvent l'espoir. Prosper est allé chercher le petit Sougabo à Goma. L'enfant découvre son nouvel univers. Il va revoir sa famille après 3 mois de séparation. Sougabo. Voilà, Balthazar. Je me sens enfin utile
Et surtout quand je vois à travers les camps toute cette population qui réclame, qui recherche les enfants. Et quand je ramène au moins un enfant, c'est déjà une vie qui devient du coup soulagée. Et c'est énormément de joie pour moi. Tunatafika. Ndo? Ulishawaona? Hey. Mais l'enfant a vu sa famille et il veut quitter en fait mes bras. Il me dit mais voilà, je vois les miens. Pokeane basi. Karibu kabisa, karibu. Asante sana. Baltazar. Karibu kabisa. Je n'avais plus d'espoir, car je l'ai cherché à Goma sans succès. Mais par la grâce de Dieu, je viens de le retrouver. En fait, je l'avais presque oublié. J'ai entrepris toutes sortes de démarches, mais ma patience avait atteint ses limites. J'étais désespéré. Système de recherche de la Croix-Rouge numéro 10 deuxième diffusion. Hangi Majibu mtoto Mungu anayo umri wa mwaka 16 wa Rugari Ruchuru. Hangi Mipango mtoto Mumi anayo umri wa miaka 13 wa Rugari Ruchuru. Hangi Ushindi Furaha Msika anayo umri wa miaka 9 wa Rugari Ruchuru. Aksanti Ndabateze mtoto Mumi anayo umri wa miaka 13 wa Busanza Ruchuru. Tutaenda kuwasomea majina ya watoto wenye kuwa peke yao bila wazazi wao, enfant non accompagné. Sebiera Rebeka Msika anayo umri wa miaka 7 wa Kibumba Nyiragongo Goma. Iranzi Dieme mtoto mume anayo umri wa miaka 4 wa Busanza Ruchuru. Shukuru Denisa Msika anayo umri wa miaka 10 wa Busanza Ruchuru. Kaindo Merveille Msika anayo umri wa mwaka 12 wa Kisharu Ruchuru. En Afrique, la radio est un média efficace pour faire circuler l'information. Ceux qui œuvrent aux réunifications familiales l'ont vite compris. Mais dans le chaos, localiser et réunir des familles éclatées tient parfois de la gageure. Pour y parvenir, le CICR s'appuie sur la Croix-Rouge congolaise qui a tissé un vaste réseau de messagerie à travers tout le pays. Ici, la vie n'a de sens qu'à travers la famille. Moi, j'aime beaucoup la famille. Je trouve sans famille, je suis comme quelqu'un qui n'a pas de pied. Et un estropié ne peut pas courir. Je me rappelle mon père qui me disait toi, tellement tu aimes les enfants, tu n'auras pas au monde beaucoup d'enfants. Et effectivement, j'en ai eu 5, dont 4 qui sont à vie et 1 au ciel. Mais ça, c'est sur le plan biologique. Mais avec tous ces enfants qui sont soit dans le centre, soit que je rencontre un peu partout, j'ai l'impression d'avoir mis au monde plus de 1000 enfants. Mais quand les familles ont disparu, le temps est à la solidarité. L'histoire du petit John le montre bien. Elle résume aussi la tragédie de l'Est congolais. Pendant la guerre, c'était d'usage dans les villages vraiment à l'intérieur du pays. On prenait les familles en bloc, c'est-à-dire tous les habitants qu'on rencontrait là, et les enfermait dans des cases et puis les brûlait. On prenait les gens, on dit voilà, il y a une réunion, entrez là-bas, et brusquement on ferme et puis on brûle. C'est comme ça qu'on faisait. C'est comme ça que John a perdu ses parents. Oui.
Toute sa famille? Oui, toute sa famille. Lui, il est sauvé comme ça, miraculeusement. Quelqu'un l'a jeté dehors. Je l'ai amené à l'hôpital. Nous quittons l'hôpital toujours ensemble. Je ne sais où l'amener. Bon. Et je n'ai vu personne d'autre pour venir le réclamer ou quoi. Bon. C'est ainsi que nous sommes restés ensemble. John a trouvé une famille d'accueil. Dès que le petit s'est remis, Jean Kaloubi l'a emmené à la recherche des siens. Au Congo, les réunifications ne sont pas toujours organisées par les ONG. Souvent, les gens se débrouillent tout seuls. Nous sommes partis jusqu'à Mississi et il a fait au moins 1 mois durant, avec toute la population. Bon, curieusement, tous ont reconnu John. Et tous parlaient de ses parents disparus. Mais le nom, personne ne m'a donné le nom de sa maman, le nom de son papa. Alors on a sondé, demandé s'il y a un proche parent pour qu'il se présente chez nous et qu'on voit ensemble comment on peut toujours aider John. Bon, jusque-là, je n'ai vu personne. Jusque-là, personne. Mais tout le monde dans le village sait qu'il est avec moi. Pour vous, c'était important de l'adopter? Si, c'est très important pour sa dignité et aussi pour l'honneur de notre espèce humaine. Nous sommes différents quand même des animaux, alors cette solidarité doit être partagée. Et pour générer la solidarité, il existe à Bukavu une voix indépendante. Radio Mendeleo est un média ouvert sur le monde associatif congolais. Ici remontent les histoires vécues par la population. Mais les diffuser n'est pas sans risque. Pressions multiples, fermetures, tentatives d'assassinat. Des journalistes ont même payé de leur vie pour avoir véhiculé les critiques, les injustices vécues dans la région. Mais cela n'empêche pas Kizito Mushizi, le directeur, de porter un regard sans concession sur la réalité du pays. Peut-être que notre drame n'a pas été suffisamment médiatisé. Il faut quand même que le monde sache qu'il y a un drame qui se passe. Plus qu'au Darfour, plus de morts qu'il y a eu au Rwanda, plus qu'au Burundi, plus qu'ailleurs où la moindre catastrophe fait crier le monde entier. Je pense tout récemment à la Palestine, à son conflit armé avec Israël. Quand on parle du Congo, c'est un souvenir assez nébuleux, nuageux qui passe dans la tête des gens, quelque part où on tue les gens. Là. Mais savoir qu'il y a des drames humains prémédités qui se passent sur ces terres-là, le monde entier, le monde n'est pas au courant, suffisamment pas au courant. Mais celui qui va venir plus tôt, c'est... Pourtant, en 2006, les Congolais pensent que les choses vont changer. Joseph Kabila succède à son père à la présidence de la République. Il est élu démocratiquement, en grande partie, grâce aux voix du Kivu. Mais les espoirs sont vite déçus. Nous avons un héritage politique assez bizarre. Plus de 30 ans du règne de Mobutu, ça fait quand même une génération, donc il y a des mentalités qui se sont mises en place. Les mentalités du gain facile, la paresse, mais évidemment du vol, la corruption, l'impunité. Au contraire, plus vous faites mal, plus vous êtes promu socialement. Ceux qui ont tué hier, ils sont au pouvoir, etc. Donc c'est une culture qui persiste. Et je crois que les populations ont mis énormément d'espoir, peut-être même trop, dans les élections, en espérant que cela allait changer. Vous voyez l'état de notre justice, elle est inerte, elle est corrompue, elle est incapable d'adresser vraiment les questions de justice qui se posent à la société. Vous voyez notre classe politique. La politique dans ce pays, ça veut dire aller s'enrichir le plus vite possible et par tous les moyens. Personne ne s'occupe de la population. Elle est vraiment abandonnée elle-même. Et c'est là que vous lisez
cette désespérance, là, ce désespoir, parce que on ne balise pas le chemin, on ne donne pas les orientations, on ne régule pas la société. Et une société qui vit sans régulation et sans guide, bon, elle est abandonnée elle-même, et voilà le désespoir. Depuis une vingtaine d'années, les ONG congolaises se développent progressivement. Active dans la vulgarisation des lois, l'Union chrétienne pour la défense des droits de l'homme a mis sur pied plusieurs programmes d'assistance en faveur des femmes et des personnes âgées. L'organisation est soutenue par Vivere, une ONG suisse basée à Lausanne. À sa tête, un avocat, Sami Mukombozi. Nous sommes là pour la sauvegarde et la promotion des droits de l'homme. Donc nous voulons qu'il y ait un avènement de l'état des droits. Si nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous commençons à agir, c'est parce que quelque part l'État a défailli à sa mission. Ça, on ne pourrait pas cacher les mots. Notre État, l'État congolais, a quelque part failli à sa mission, surtout à travers le ministère des Affaires sociales. Ces gens-là sont totalement abandonnés. En Afrique, un vieillard ne doit pas rester seul. Dans l'est de la RDC, ils sont pourtant nombreux à se retrouver privés à jamais de leur famille, sans aucun soutien. Avec les personnes âgées, nous les venons en aide, en les assistant en vivre et non-vivre, et en produits de première nécessité. On les loge, on les donne des vêtements, et même la prise en charge des soins médicaux. Je prie pour les membres de ma famille en espérant qu'ils prient pour moi. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas d'argent. Et peut-être qu'ils n'ont pas survécu. Alors que puis-je faire encore sur cette terre? Comment pourrait-on les oublier? On n'arrête pas d'y penser, jour et nuit, souvent en pleurant. Le fait d'en parler me rappelle ma famille, tous les miens. Pendant la guerre, je me suis enfuie avec les enfants dans la forêt. Il y en avait 4 avec moi et ils sont morts. Le père est décédé. La tombe est là-bas. La maison a été détruite. Est-ce que le fait d'être ensemble vous réconforte? Je ne peux pas abandonner ma oiseau. Elle non plus ne peut pas m'abandonner. Nous sommes liés. Si on a besoin de quelque chose, l'une d'entre nous ira chercher de l'aide et les enfants de Dieu viendront nous secourir. Pépin Tamoulilé est né en 1922. Autrefois enrôlé de force dans la gendarmerie coloniale belge, il doit sa vie à ses réflexes de militaire de carrière. Lors de l'attaque de son village, il a réussi à se camoufler. Mais aujourd'hui, il n'a plus personne, ni plus rien. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Moi, j'ai préparé un petit foufou comme ça, un petit boucaille. J'ai mangé déjà un petit boucaille. Ouais. Sinon, la santé, ça va? Oui. J'entendais toujours la mort. C'est pas une autre guerre que j'entendais. J'entendais la mort. Si la mort arrive, alors moi, je pars. Quand la guerre frappe, il arrive que les familles se recomposent. Recueillir un vieillard chez soi n'est pourtant pas facile. Lorsqu'on est pauvre, une bouche de plus à nourrir ça compte, mais l'entraide est encore possible. J'ai vu qu'elle souffrait beaucoup.
Nous nous sommes rencontrés dans la rue. Elle m'a dit, « Maman, regarde-moi. Je ne sais pas où dormir. Je n'ai pas de famille et ne sais pas où aller. Ça me fait mal de voir des vieux comme elle errer à cause de la guerre. Ils n'ont personne pour les aider. Ça me révolte. Lorsqu'on a une vieille personne chez soi, c'est une très bonne chose. Quand j'ai un différend avec mon mari, elle intervient et me conseille. Et je l'écoute. Dans la vie, quand on n'écoute pas les anciens, personne d'autre ne peut vous conseiller. Dans tout le Kivu, les femmes sont les principales victimes de la guerre. Viols, mutilations, meurtres, autant de crimes menant inexorablement à l'éclatement familial. La vie de médiatrice a complètement basculé le jour où des soldats de l'armée congolaise ont fait irruption dans son foyer. Depuis que je suis passée par ce malheur, je ne peux plus voir un uniforme. Parce que ce sont nos militaires qui ont fait que je devienne comme une orpheline et une veuve alors que j'avais une famille. Ils ont été très violents car ils avaient des couteaux, des fusils et des revolvers. L'un a plaqué son fusil sur ma tempe gauche et un autre son pistolet contre mon oreille droite, en me disant que si j'osais crier, ils me tueraient. Ils me sont passés dessus l'un après l'autre et une fois leur travail terminé, m'ont traîné, jeté dans la cour et sont partis. La femme ici a été considérée comme une cible dans la guerre. C'est-à-dire, c'est elle qui a été la première victime. C'est elle qui a la charge de la famille. Donc, il fallait attaquer la femme et comme ça, on déstabilise tout le monde. Une femme qui a été violée ou bien violentée, tout ça, lorsqu'elle revient souvent ici, elle est rejetée par son mari. Sa réputation au sein de la société est vraiment très, très réduite. Donc, on la considère repliée. Sa dignité est, je dirais, torpillée même. C'est un supplice de tous les jours. C'est pas facile pour une mère de famille de vivre toute seule. Je me sens devenir folle car même une sorcière ne peut être ainsi abandonnée. Tous ceux qui croisent mon chemin se détournent. Même les membres de la famille de mon mari me fuient. Personne ne m'approche. Voilà ce qui est devenu ma vie. Je n'y arrive plus. Je n'arrive même plus à réfléchir. Je vis comme un papillon. Mes pensées ne se posent nulle part. Je ne sais pas à qui m'adresser. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne sais pas à qui demander de l'aide. Certains ont une famille qui les aide, mais moi je n'ai personne. Je ne sais pas où sont mes enfants. Voilà pourquoi je suis ici. Dans mon cœur, j'ai l'espoir de retrouver mes enfants un jour. Ça me chagrine beaucoup de vivre seule. Mais quelque part, je sens que je finirai tôt ou tard par les retrouver. Rufine est au nombre de ces millions de Congolais contraints par la guerre à une interminable séparation. En 1996, Bukavu, la ville où elle réside, est attaquée. Les troupes de Laurent-Désiré Kabila viennent renverser le régime du maréchal Mobutu. Les militaires des deux bords se livrent alors à des exactions contre les habitants. Pour Rufine et sa famille s'engagent 3 semaines de fuite, la peur au ventre. C'était une débandade parce que des coups de balles commençaient déjà à crépiter en désordre. Les gens couraient en désordre, les autres qui
qui tombaient, les autres qui piétinaient, ceux qui tombaient, même les enfants. J'ai vu un enfant qui était mort à cause de... Quand on a piétiné, il était mort. C'était une fille. Les enfants étaient perdus par-ci, par-là. Un enfant qui pleure, les autres qui jettent le bébé. Quand il n'a pas les moyens de les transporter, d'ailleurs, les enfants se perdaient comme ça. Soudain, j'ai jeté le coup d'œil comme ça. Je n'ai plus vu mes enfants ni leur papa. J'ai rencontré un garçon de notre quartier. Je lui ai posé la question. Il me dit que « Ah, j'ai vu vos enfants, mais je n'ai pas vu votre mari. Mais celui qui tenait vos enfants à la main, je crois qu'il a tué ses enfants parce qu'il avait une machette. » Quand il m'a dit ça, en tout cas, je n'étais plus une personne. 2 années passent. Rufine apprend à vivre sans ses filles. Mais un jour, un homme du quartier frappe à sa porte. Le visiteur lui annonce avoir vu ses 4 filles dans la capitale Kinshasa, à 1500 km de là. Rufine reste incrédule jusqu'au jour où elle reçoit une photo. La photo ici, quand je l'ai eue vraiment, j'ai bien regardé, j'ai vu les figures. J'étais comme une folle. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de joie. Mais la joie fait vite place à la frustration. Kinshasa, c'est loin et Rufine n'a pas l'argent pour payer le voyage de retour à ses filles. 10 autres années passent, interminables. Et pendant ce temps, dans la capitale, les filles vivent un pénible exil. Elles s'en sortent grâce à l'aide occasionnelle d'un ami de la famille. C'est difficile que les enfants vivent seuls, sans parents, là où on ne connaît personne là-bas. C'était vraiment difficile pour nous, trop difficile. Parce que la plupart des fois, on manquait à manger. Il n'y avait personne pour nous aider et c'était vraiment insupportable. Quand on pense à tout ce qu'on a vécu, comme on était maltraités, comme on vivait dans des malheurs, on pleure toujours. Le jour où on t'a appris que ta mère existait, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a donné du chagrin, j'avais beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais vu ma mère, même je n'ai jamais vu mon père depuis ma naissance. Rufine ne savait pas qu'elle pouvait obtenir l'aide du CICR. Conseillée par des amis, elle contacte l'organisation qui se charge du rapatriement. Et finalement, vient le jour tant attendu où ses filles arrivent à Bukavu. C'était comme si c'était une fête de mariage. On avait préparé, il y avait beaucoup de monde ici, même les voisins étaient ici. Alors on chantait, on jouait comme des folles. Vraiment, c'était une grande joie. Leur tante a commencé à pleurer, elle s'est jetée par terre en disant que non, 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 en tout cas, ça, c'est pas vrai. Ce sont nos enfants là qui étaient partis, elles étaient encore trop petites. Oui, les gens étaient joyeux, mais nous, on voyait seulement des inconnus. On était contentes avec des inconnus. Et puis, on est parti embrasser une autre maman qui n'était pas notre mère parce qu'on ne la connaît plus. Et puis, on nous a montré notre maman, on était très contentes. Des gens sont venus nous soulever. Donc, les gens pleuraient. En tout cas, pour nous, on n'oubliera jamais ces jours-là. Parce que le 15 septembre, ce n'est pas un jour comme d'autres. Désormais, la vie a repris son cours. Mais 12 ans de séparation, ça ne se rattrape pas. L'éloignement forcé a laissé des traces. Je demande toujours à Dieu s'il peut continuer à m'aider à bien étudier pour un jour être la présidente de ce pays. De ces pays, et un jour, je peux me venger contre les gens qui ont amené la guerre dans notre pays. Tu trouves que la vengeance, c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose, mais eux aussi, ils ont fait des mauvaises choses parce que moi aussi, je dois me venger parce qu'ils nous ont amené la souffrance. Il y a des gens qui meurent. Chaque jour, on attend des choses.
À Cagnola, on a massacré. Au Nord Kivu, on a massacré. Alors moi aussi, je dois me venger pour mon pays. La vengeance, c'est parfois ce qui traverse l'esprit de ceux que l'on appelle les enfants soldats. Daniel était un adolescent qui aimait l'école. Mais un jour, la guerre bouleverse son existence. Sa famille est décimée et il est enrôlé de force par un groupe armé. Ils m'ont pris alors que nous venions de la messe. Ils avaient déjà enlevé plusieurs jeunes de mon village et ils m'ont pris moi aussi. Ensuite, ils m'ont fait porter de lourdes charges. J'ai essayé de m'enfuir plusieurs fois, mais ils me rattrapaient et me ramenaient. Daniel a trouvé refuge chez Don Bosco, une organisation d'entraide catholique réservée aux mineurs. Éducation, assistance aux orphelins, aux enfants de la rue, aux jeunes délinquants, près de 5000 enfants fréquentent ce centre chaque jour. Parmi eux, des enfants soldats que l'on tente de réintégrer dans leur famille. Une tâche qui peut prendre beaucoup de temps, vu le long conditionnement qu'ils ont subi. Il n'y a pas besoin d'être drogué. Le seul fait de porter un uniforme fait de vous un autre homme. Ce qu'ils faisaient était insupportable à voir. Et si on ne faisait pas comme eux, on ne recevait pas d'argent pour vivre. J'ai vu beaucoup de gens fuir et nous en avons pris pas mal. Nous avons attrapé beaucoup de combattants démobilisés. On les tuait et on leur prenait leurs armes. On les découpait à la machette de haut en bas. Et puis on les enterrait. Le fait d'avoir combattu, fait souffrir des civils, détruit des familles, qu'est-ce que ça te fait? J'étais en service commandé. Si on ne tuait pas, ils nous exécutaient. Les enfants soldats sont accablés par un très lourd passé. Ils sont souvent rejetés et il n'est parfois pas possible de les réintégrer dans leur famille. Daniel, lui, ne reverra plus ses parents. Ils ont été exécutés. Je pense à eux. Je pense à eux tous. Ça me donne envie de partir d'ici, de fuir et de reprendre les armes. Tu as envie de te venger? Je ne peux pas leur faire du mal. Je ne peux pas me venger. C'est du passé, c'est fini. Je dois prier pour eux. Hey, Zawadi, uko tayari? Vitu viko wapi? Aujourd'hui, Prosper vient chercher 2 adolescentes pour les ramener chez elle. Zawadi et Olive ont vécu 3 mois difficiles à proximité des camps. Coupées de leur famille, sans aucun moyen de subsistance, elles ont tenu grâce à la solidarité entre déplacés. Débute alors un voyage auquel elles ne croyaient plus. Bye. Bye.
C'est dans cette région que les combats ont été le plus durs ces derniers mois. Kibumba, le village des deux filles, est toutefois considéré comme sûr. Mais la zone à traverser reste délicate. Tout ce qui passe est suspect déjà. Et les tirs peuvent reprendre à n'importe quel moment. C'est pour cela quand on passe, il faut être beaucoup plus prudent et beaucoup plus rapide, quoi. Aujourd'hui, je suis heureuse de reprendre ce chemin. Le jour où on a fui en courant, on pensait qu'on allait nous tuer. Depuis, on n'est plus retourné chez nous. On est parti dans la tristesse car on était seuls, sans la famille. On avait peur, on craignait de mourir. Aujourd'hui, nous remercions Dieu de rentrer par le même chemin. Golf Oscar mobile 5D4. Oui, Golf Oscar mobile 5D4, bien arrivé à Kibumba. Olive et Zawadi vont bientôt retrouver leur oncle Jimmy. Il est à lui seul toute la famille qu'il leur reste. Il y a encore quelques heures, aucun d'entre eux n'aurait pensé qu'ils se reverraient un jour. On est heureuse de le revoir parce qu'il s'est toujours occupé de nous. Quand nous avions faim, il nous donnait à manger. Qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Nous allons nous battre pour essayer de survivre. Nous transporterons des marchandises. Ça nous fera un peu d'argent. Et avec ça, on pourra se nourrir. Nous ne pouvons pas aller à l'école parce que nous n'avons personne pour nous soutenir. Nous nous débrouillons toutes seules. Sauf quand Jimmy trouve de quoi manger. Là, il nous aide, lui et sa femme. Il y a eu des grands changements. À mon retour du Rwanda, j'ai constaté qu'on avait tout volé dans la maison. Je dois tout recommencer à zéro. C'est un coup dur, parce que je suis pauvre. Je n'ai jamais été dans l'aisance. J'ai eu beau chercher mes affaires, je n'ai plus rien retrouvé. Alors ça m'a marqué. Maintenant, j'utilise Mahou. Je retravaille dans mes champs, mais si la guerre s'arrêtait, tout irait mieux. Kambale Messager, mtoto mume anayo umri wa miaka 10 wa Kisharu Ruchuru. Katembo Maleki, mtoto mume anayo umri wa miaka 5 wa Kisharu Ruchuru. Kabuo Plaisir Msika anayo umri wa miaka 12 wa Kiwanja Ruchuru. Shashire Mapenzi anayo umri wa miaka 12 wa Kibumba Goma. Matata Eriko, mtoto mume anayo umri wa miaka 8 wa Kibumba Goma. Matata Ahon, mtoto mume anayo umri wa miaka 6 wa Kibumba Goma. Matata Gadafa anayo umri wa miaka 4 wa Kibumba Goma. Bembeleza Sikiliza Msika anayo umri wa miaka 11 wa Kibati Nyiragongo Ruchuru. Asifiwe Msika anayo umri wa miaka 9 wa Kibati Nyiragongo Ruchuru.
Les avis de recherche n'aboutissent pas tous. Ces enfants jouent, mais les apparences sont trompeuses. Beaucoup sont découragés. Qui est orphelin? Qui ne l'est pas? Un questionnement quotidien et douloureux. Dans ce centre d'accueil, sorte de port d'attache pour les enfants égarés, on les occupe le mieux possible afin qu'ils évitent d'y penser. Car pour environ la moitié d'entre eux, leurs parents sont désormais parmi les disparus du Kivu. La Croix-Rouge nous a aidés en diffusant les messages à la radio. Certains ont retrouvé leurs parents à travers ces messages, mais pas moi. Je me demande pourquoi je vis encore. J'ai parfois envie de mourir, parce que je n'ai plus de maman ni de papa. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand des parents viennent récupérer leurs enfants ici et que je ne vois pas les miens. Ça me rend vraiment triste. Qu'est-ce qui a changé au fond de toi, le janvier d'avant et le janvier de maintenant? Qu'est-ce qui a vraiment changé au fond de ton cœur? J'ai souvent tendance à dire que c'est des souffrances injustes, que ces populations méritent bien mieux. En tout cas, les civils ont payé le lourd tribut de toutes les opérations militaires qu'il y a eu. Les criminels sont nombreux dans ce pays et ils circulent librement, des petits comme des grands. Vous êtes désespéré? Je pense que je cède de temps en temps à ce sentiment-là. Je dirais, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Les cris sont énormes dans tous les sens, mais l'action ne suit pas. Et je crois que moi-même, de temps en temps, je me dis, j'en ai marre. François Cesali, vous êtes donc l'auteur avec Jean-Daniel Bollenbous de ce reportage. Quelles nouvelles vous avez eues du Congo depuis le tournage? Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est que dans la dernière séquence qu'on vient de voir, eh bien deux des enfants, Janvier et Paloukou, ont pu retrouver leur famille. Voilà, donc sur les 4, il y en a 2 qui ont pu être replacés en famille. Donc la fin n'est pas si sombre, disons. Une semi-happy end. Une semi-happy end. Anne-Frédérique Wiedemann, productrice de Temps Présent, quel sens ça a aujourd'hui encore, en 2009, de faire des reportages lointains sur 52 minutes, sur des sujets qui ne sont pas les plus populaires? Quel sens ça a? Écoutez, ça a encore tout son sens, ça a encore autant de sens qu'il y a 40 ans quand Claude Torasanta était aux commandes. Par contre, je dirais que c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus seul sur ce marché, on a de nombreux concurrents, de nombreux producteurs, réalisateurs nous proposent constamment des documentaires sur Gaza, sur différents théâtres du monde. Et puis d'autre part, notre public n'est plus aussi vierge d'informations, j'allais dire. Enfin, vous tous qui nous regardez ce soir, vous avez tous vu des conflits, vous avez tous vu des famines, vous avez peut-être aussi une certaine lassitude à l'égard de la misère du monde. Alors ça nous oblige à nous poser 2 questions chaque fois qu'on veut ou qu'on songe à envoyer une équipe à l'étranger, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, et puis aussi comment garder notre public, comment captiver l'attention du public qui va allumer et regarder Temps Présent. Une des manières, par exemple, vous l'avez vu avec le Kivu, c'était justement de peut-être faire un peu l'impasse sur la géostratégie, sur la politique qui est complexe au Congo, pour parler de quelque chose d'universel, donc de ces familles séparées par la guerre. Lionel Bayer, vous êtes professeur à l'ECAL, mais aussi réalisateur de films. Comment vous voyez, vous, ces Temps Présents qui, depuis 40 ans, sur 52 minutes, racontent des histoires?
comme celle qu'on vient de voir. J'ai l'impression que quand on se pose la question si c'est encore un sens, ça a beaucoup plus un sens de le faire aujourd'hui qu'il y a 40 ans. J'ai l'impression que le reportage que l'on a vu ce soir, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il a une forme extrêmement classique. Et quand on dit classique en télévision, on a toujours l'impression qu'on dit un gros mot. Et moi, je revendique et je trouve ça formidable, en fait, de voir un reportage qui a une forme classique et qui décide de raconter une histoire au spectateur en n'essayant pas de se placer toujours comme la personne qui doit penser à sa place, raconter, mettre un bandeau dessus pour dire ce que j'aurais dû comprendre, puis pour essayer de me faire une sorte d'exégèse que je viens de voir et donc de digérer ce que j'ai même pas eu le temps de comprendre. Quand je vois ce reportage, je me dis, il a beaucoup plus son sens aujourd'hui dans une télévision qui ne fait plus tellement confiance aux spectateurs. Et là, votre film, le film que vous avez réalisé, décide de raconter l'histoire et de prendre le temps de le faire pour arriver à ce très beau travelling de ce petit garçon qu'on ramène au village et qui va être rendu à sa famille. C'est un vrai moment de télévision. C'est-à-dire qu'il a fallu le construire sur ces 52 minutes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce petit événement peut-être aurait pu être filmé et monté dans un autre reportage ou pour le journal télévisé. On n'aurait pris que ce petit travelling, de ce travelling arrière, de l'enfant que l'on ramène, il n'aurait eu aucun sens. C'est justement parce qu'il y a une durée, et puis dans le fond, quand on regarde ce soir à la télévision ce reportage, c'est une rupture dans le rythme de ce que je peux voir sur les autres chaînes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très classique, mais en fait je trouve que ce classicisme, il devient quasiment punk aujourd'hui. C'est la vraie rupture en fait, de faire un reportage classique comme ça pour une émission en prime time, c'est une vraie rupture par rapport à ce que je peux voir sur les autres, dans les autres magazines d'actualité ou sur les autres chaînes. Donc le classicisme est une vertu, et il faut le développer, et je trouve qu'il y a plus de raisons d'être et de raisons de faire ce genre de reportage aujourd'hui qu'il y a 40 ans, où c'était peut-être, excusez-moi M. Torasanta, mais c'est absolument pas c'était peut-être plus la norme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la rupture quand on fait ça. Alors Claude Torasanta, le mot de la fin, classicisme. Classicisme, moi je trouve la forme de ce film très intéressante et très belle parce qu'en même temps on parle d'un sujet qui est extrêmement important mais qui est complètement négligé, qui fait 3 lignes de temps en temps dans les journaux et encore quand il y a 3 lignes dans un journal, et on le fait d'une manière qui touche le téléspectateur. Et je dirais même que ce genre de sujet est plus que jamais nécessaire. Même si c'est effectivement plus difficile aujourd'hui, compte tenu de la banalisation de l'image et compte tenu du nombre de chaînes qui sont à disposition des téléspectateurs. Mais c'est plus que jamais nécessaire parce qu'on est surinformé. L'information nous arrive de tous les côtés, même si en ce qui concerne le Congo, il n'y en a pas beaucoup. Mais je prends un exemple, l'affaire Gontard, dont vous avez récemment parlé à temps présent. On a appris par petits bouts tout ce qui se passait. On a une déclaration de Michel Calmire, on a une déclaration de Gontard. Mais c'est comme un puzzle dont on ne voit pas très bien comment il se constitue. Et temps présent arrive, et temps présent en 52 minutes, fait la synthèse de l'ensemble, refait toute l'enquête. C'est pour ça que je crois que plus nous sommes submergés d'informations parcellisées, comme ça des petits bouts d'informations qui nous arrivent de tous les côtés, plus nous passons d'une chaîne à l'autre sans très bien savoir où nous sommes, plus effectivement un magazine d'information classique peut-être, un magazine d'information comme temps présent nécessaire parce qu'il remet les choses en perspective, parce qu'il prend le temps de faire les choses, il prend le temps d'avoir de la distance, de dire même si l'affaire Gontard a eu lieu il y a 3-4 mois, peu importe, on fait le bilan, qu'est-ce qui s'est effectivement passé, et il s'adresse à des téléspectateurs adultes. Anne-Frédérique Wiedemann, vous allez donc continuer ? Nous allons continuer, nous allons poursuivre. Face à toutes ces louanges, je pense que c'est vraiment pas le moment de s'arrêter. Après ces divers voyages dans le temps et dans l'espace, on va mettre un terme à cette émission spéciale.